urbanisme, environnement, Mathieu. Donc le premier sujet concerne l'installation d'ombrières photovoltaïques. Donc le CIDELA, le syndicat des utilisations nord-atlantiques, a créé il y a quelques années une société d'économie mixte qui s'appelle la SEM-CIDELA pour accompagner les collectivités dans leur transition énergétique. Donc la SEM-CIDELA nous accompagne déjà sur le projet de centrale photovoltaïque au nord de la commune. Et là, en fait, ils ont souhaité, ils ont manifesté leur intérêt pour installer un certain nombre d'ombrières sur la commune. Donc pour ce faire, ils ont créé une société spécifique qui s'appelle Ombrières de l'Atlantique avec une entreprise qui s'appelle CU Sun, qui est chargée du développement des ombrières. Donc les ombrières ont finalement plusieurs intérêts, donc c'est qu'elles permettent de préserver l'environnement par la production d'énergie renouvelable, d'électricité à base d'énergie solaire, donc de participer directement à la transition énergétique, donc de permettre un aménagement du territoire adapté à l'écomobilité, puisque ces ombrières peuvent être raccordées à des bornes de recharge de véhicules électriques, alors ce qui n'est pas le cas ici en ce qui nous concerne. Donc ça permet bien évidemment de sensibiliser la population à la mobilité durable donc en multipliant les points de recharge, donc encore une fois je dis c'est pas le cas pour ici. Et puis accessoirement ça crée de l'ombre aussi pour les voitures les gens qui se mettent en dessous. Donc voilà. Donc ces installations n'ont aucun impact financier pour la commune met juste à disposition le terrain. La SEM se charge de revendre l'électricité et assume 100% de l'investissement. Alors ils peuvent payer soit un loyer, soit une redevance à l'installation. À voir quel est le choix qu'on fera. Donc la SEM nous avait proposé 3 sites. Donc il vous est proposé d'en retenir 2 uniquement sur les 3. Donc le premier site, c'est autour du terrain de foot et de la piste de BMX. Donc on pourrait installer 2 grandes ombrières, donc une le long du terrain de foot et l'autre juste en face juste derrière les buts du terrain de foot. Un BMX. À côté du terrain de BMX, ça fait un bras. Oui, si, c'est à l'arrière du but. Donc ça permettrait de produire en fait 300 kW crête. Et puis donc le deuxième lot d'ombrières serait positionné sur le site du parking du Rouault, donc côté de la salle de sport et en face du collège, avec une puissance plus modeste de 200 kW. Donc il y avait un 3e site qui avait été retenu, qui avait été proposé, qui était le parking des Doris, au niveau de la Nicalec. Donc ce parking, on ne l'a pas retenu pour la raison principale que les forains s'y installent quand il y a Expoval. C'est ce que j'ai dit, vous avez des petites photos. Donc après, ils nous proposent quelques aménagements si on veut. Donc ça, c'est des ombrières brutes. Si on le souhaite, ils peuvent faire du bardage bois sur le montant latéraux. Avez-vous des questions? Si on revient sur la photo d'avant, je peux éventuellement ajouter quelque chose. Dans la photo de gauche, le terrain de foot synthétique ainsi que le terrain de BMX, il faut savoir que sur tout ce qui est le long du terrain de foot, le club de foot nous avait fait valoir, nous avait fait une demande une époque de pouvoir faire un préau pour protéger les personnes qui regardent effectivement le match, le jour d'intempérie. Donc, en mixant les 2 projets, ça fait partie effectivement d'une couverture qui sera proposée et qui sera effectivement complètement gratuite pour la collectivité. Et puis concernant l'autre partie, c'est un endroit, donc la partie basse là, qui est au niveau du terrain de BMX. Il faut savoir que dès que vous avez une compétition de BMX, c'est toujours à cet endroit-là un apport très très important de chapiteaux, parce que c'est souvent dessous qu'ils rangent les vélos, choses comme ça, avant les départs officiels. Donc celle-là encore, vu l'importance, là on a la possibilité effectivement d'avoir une importance de volume plus important par rapport à l'apport énergétique. L'idée c'était effectivement de se dire, au lieu de monter à chaque fois des chapiteaux, donc tout ça, ça a été fait en concertation avec les clubs. Le club de foot, le président est au courant de ça, le club de BMX également, et ça évitera demain de mettre des structures autres, puisque
dans la convention, puisque au plus haut on doit être 3,50 m, au plus bas on doit être 2,50 m, et comme disait Mathieu, non, sur les grandes, tu es à 5 mètres. 5 mètres plus haut, ouais, c'est encore mieux. Et tout ça pour dire que sur le principe, par contre, c'est qu'en cas de dégradation sur les 30 ans de présence, c'est à la charge effectivement là ce serait éventuellement le CIDELA ou du prestataire qui nous proposera le système. D'accord. Et puis de l'autre côté, ce sont les parkings. Ça commence à se développer. Alors, le CIDELA va imaginer plein de lieux à Valette. Pour l'instant, voilà, c'est un galop d'essai pour voir comment ça se comporte, mais il faut aussi imaginer dans 30 ans la perspective et le besoin. Et ces deux endroits sur le terrain de foot et sur le terrain de BMX sont assez récurrents, hein. On a besoin de protection assez réguliers. Et puis bon, sur la salle bureau, ça nous semblait intéressant de pouvoir avoir une partie du parking couverte pour le protéger, d'autant plus qu'on amènera de l'énergie en complément. Après, il faut savoir aussi qu'ils sont limités par la capacité du réseau à absorber l'électricité qui est produite. En fait, il y a un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires pour pouvoir absorber l'énergie, et sur la commune, on en manque un peu en particulier. Donc, oui, et puis sur les Doris, le bloc qui capterait éventuellement cet apport énergétique est un petit peu sous-dimensionné, donc ça nous limite aussi par rapport, enfin ça limite le CIDELA dans son étude de capacité d'avoir une ombrilière plus importante. Voilà. Avez-vous des questions sur le sujet? Oui. Du coup, ouais, donc concernant le projet en lui-même et le fond du sujet, c'est très bien. On a déjà parlé en PCAET, en atelier, et globalement, mettre des ombrières sur des zones déjà artificialisées, c'est extrêmement pertinent, donc aucun souci est parfait sur ce principe. C'est plus sur la forme et sur une dimension que j'aimerais rajouter d'emploi. Il se trouve que par hasard, j'ai rencontré quelqu'un à Valtais il n'y a pas très longtemps, dont la société qui est à proximité de Valette est en train d'essayer de se reconvertir dans le montage des ombrières photovoltaïques. Et donc est en train d'essayer de former ces salariés qui ont eu, par exemple, du chômage partiel pendant la période du Covid parce que leur activité a été fortement impactée. Donc typiquement, parce que par exemple, Sioussen, c'est une société rennaise, donc j'entends que le dispositif est clé en main, qu'il est facile à installer, et ils arrivent avec tous leurs outillages et leurs études préalables. Mais est-ce que par la suite, peut-être pas sur ce projet, mais est-ce que une dimension d'emploi et de local surtout pourrait pas être essayée d'envisager sur ces sujets-là? C'est une question. Alors, il y a bien évidemment, en tout cas, moi je suis complètement favorable à ce genre de sujet. Maintenant, là en l'occurrence, c'est eux qui sont venus nous voir et qui nous proposaient ça. Moi, si demain une autre entreprise vient nous voir et que le projet est viable et correspond à nos attentes, il y a vraiment aucune difficulté. J'entends. Alors, ma question elle va dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire qu'on vous propose ça. Et pourquoi, en parallèle, on ne se poserait pas la question de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un sur le territoire ou à proximité qui fait la même chose et qui pourrait peut-être faire rendre ce genre de service? En fait, ça serait plutôt proactif d'un point de vue commune de se dire, on va essayer de privilégier du local, ce qui est assez pertinent, à la fois pour l'emploi, à la fois pour les déplacements et l'impact de la construction qu'auront les personnes sur la construction, parce que là, visiblement, ça va être des personnes de Rennes qui vont se déplacer pour faire ce dispositif. Donc c'est un peu dommage, en fait, si on a des ressources à proximité. Ah oui, non, mais j'entends pas. La délibération ne dit pas qu'on choisit ces gens-là, la délibération dit qu'on choisit ce principe d'ombrière, mais qu'après, on fait un appel d'offres pour savoir qui on va choisir. Ah, j'avais pas compris ça. C'est ça. Non, mais c'est le CIDELA qui choisit, c'est pas nous qui choisissons. Ouais, c'est un partenariat avec le CIDELA qui arrive avec ses prestataires. Mais c'est pas nous qui choisissons directement. C'est une procédure de sélection préalable. C'est une procédure de sélection préalable. C'est pas comme ça. Je suis désolé. Je suis pas sûr qu'on rentre dans le processus de décision. Ce que je vous propose, étant administrateur à la SEM, c'est d'évoquer le sujet afin de clarifier et d'éventuellement je peux vous donner les coordonnées. C'est ce que j'allais vous demander. Passez-moi les coordonnées de l'entreprise en question. Tant mieux. Après, effectivement, on rentrera dans le code énergétique. Oui, bien sûr. Après, effectivement, il y aura
il y aura un lieu disant entre effectivement une valeur technique et une valeur financière, bien évidemment. Mais le principe, c'est d'obtenir ces idées-là. Merci de vos précisions, parfait. Bon, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est trois premières réalisations ou concepts. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais parce qu'on a réfléchi à plein de choses. On a réfléchi le parking du Champignon-Bar, on avait réfléchi, ça avait été évoqué également, le parking des Doris. Mais là, on est aussi confronté, c'est ce qu'il faut prendre en considération, certains stockages de véhicules qui partent de temps en temps. Voilà. Si vous mettez le parking des Doris, par exemple, et que vous mettez les ombrières partout, quand on reçoit Expoba, ce que vous disiez tout à l'heure, Mathieu, je crois, automatiquement, ça bloque l'arrivée, le stationnement des véhicules pour 3 jours. Donc, ça nous pose d'autres problèmes. Donc, aujourd'hui, lance le galop d'essai par rapport à ça. Moi, je pense que c'est intéressant. D'autant plus, je dis, hein, ça ne coûte rien en termes d'installation de la collectivité. Même l'entretien, même une défection, même une casse, c'est eux qui prennent en charge. La collectivité n'a rien à voir là-dessus. Petite précision, effectivement, c'est pas un code de marché public, hein, mais c'est un choix à qui on va louer le terrain, en fait. Il y a juste une question technique au niveau du. Bon, moi, je suis favorable à ce projet. C'est vrai que c'est assez étroit le parking du Roux, pour ça que je me suis à stationner, pour reculer, etc. Est-ce que ça va impacter des places? Est-ce que vous allez agrandir le. En fait, pas du tout, parce que c'est des piliers qui sont positionnés régulièrement sous sous l'ombrière. C'est des structures qui sont très légères, en fait. Et de mémoire, les poteaux sont à l'extrémité des places, en fait. Donc ils sont pas au milieu, quoi. Enfin, c'est comme on voit là, en fait. Hein. On voit bien, les poteaux sont vraiment au bout de la place de stationnement, donc ça va pas gêner du tout pour le stationnement. Après, il y a aussi le phénomène de l'orientation des ombrières, dans le sens où, quand on est, par exemple, sur la partie gauche, l'entrée de la voiture est beaucoup plus haute, et là, un fourgon, un véhicule, peut se stationner dessous. On a sans aucun problème. Je crois que le CIDELA, ces parkings qui sont équipés complètement là-dessus. Oui, si vous voulez aller voir à Orvaux, au siège du CIDELA, rue Roland-Garros à Orvaux, ils ont installé sur leur parking des ombrières qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez comme modèle sous les yeux. J'ai une question là, Pascal, oui. Pour bien comprendre les micro, parce que c'est pas pour vous embêter, mais simplement pour la retranscription après sur le PD. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Juste pour bien comprendre, la prestation de service, elle inclut jusqu'au démantèlement potentiel, au bout de 30 ans? Oui, ça en fait partie. C'est une obligation. Ah oui, d'accord. Okay. Merci. Donc, je vous propose la délibération suivante, si vous voulez bien. Le conseil municipal d'avoir délibéré décide de donner un avis favorable au projet d'ombrière sur les sites précités. Donc, ceux qu'on vient de voir, d'autoriser monsieur le maire à lancer une procédure de sélection préalable à la délivrance d'un titre d'occupation temporaire de domaine public en vue de l'installation d'ombrières solaires sur les sites précités en application de l'article L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques consécutivement à la réception par la commune d'une manifestation d'intérêt spontané telle que définie à l'article L 2122-1-4 du même code. D'autoriser monsieur le maire à signer à l'issue de la procédure de sélection une convention d'occupation du temporaire pour les parkings subvisés ne pouvant excéder 30 ans avec le candidat présentant le projet le plus adapté aux besoins de la commune, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. De mandater monsieur le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires. Sachant qu'on parle beaucoup de parkings, parce que les ouvrières sont avant tout basées sur les parkings, mais l'autre projet, au niveau des infrastructures sportives, ça rentre dans la même configuration. Sauf qu'on peut ne pas mettre que des voitures dessus. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Vote d'unanimité. Je vous en remercie. Domaine et patrimoine, Mathieu. Donc, le dossier suivant, en avril dernier, nous avions émis un avis de principe favorable pour vendre à Madame Lombard et Monsieur Carabine, domiciliés à la Coudière, une parcelle d'ancien commun de village, donc du domaine privé de la commune, d'environ 60 mètres carrés. Donc, nous avions demandé à ce qu'une enquête publique soit menée. Donc, cette enquête publique a été réalisée du 3 au 24 mai dernier.
Et la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable avec une réserve pour la cession de ce terrain. Pendant l'enquête publique, certains riverains se sont manifestés et ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord pour que la commune cède cette part de terrain, pour diverses raisons. Donc la commissaire enquêtrice a souhaité trouver une solution, on va dire, consensuelle, qui réduirait la surface de moitié. Donc à savoir 30 mètres carrés, pardon. Donc normalement, M. Caradine demandait une bande de 3 mètres, la commissaire enquêtrice propose une bande d'1,50 m. Bon. Il s'avère que, en regardant bien l'enquête publique et en regardant la configuration du terrain, nous proposons de ne pas suivre la préconisation de la commissaire enquêtrice, donc à savoir de céder les 60 mètres carrés initiaux pour que Mme Lombard et M. Caradine puissent vraiment s'isoler du domaine public, puisqu'en fait aujourd'hui les fenêtres de leur salon donnent sur l'espace commun. L'idée c'est qu'ils puissent circuler un peu, puis faire une petite clôture ou une petite haie, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire à ça, mais bon, en tout cas se protéger vis-à-vis du passage au premier étage. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'en tienne à l'avis initial, donc à savoir de vendre les 60 mètres carrés au prix de 65 € du mètre carré. Donc bien évidemment, frais de notaire, géomètre à la charge des acquéreurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'était, si je me rappelle bien, le résultat de l'enquête publique, il y avait un problème il y avait une peur qu'il y ait un problème de stationnement. Est-ce que du coup, il est possible de, en plus de prendre cette décision-là, de garantir des stationnements à certains endroits ou Alors en fait, quand on va sur le terrain, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de problème de stationnement. En fait. c'est ce qu'on m'a dit. Il y a un petit flux le matin quand les parents amènent les enfants au car. Après, voilà, et c'est quand il pleut en plus. Ouais. Voilà, il n'y a pas un besoin de stationnement vraiment ici. Donc voilà. Et puis quand on a vu que dans la pétition, il y avait des gens qui habitaient à l'autre bout du village, voilà, il y a aussi quelques petites querelles entre voisins, je pense, qui sont apparues dans l'enquête publique. Donc du coup, les gens peuvent se stationner, ça ne va pas nuire à la sécurité dans le village, il n'y a pas de problème. Pas de questions complémentaires. Je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de prononcer le déclassement du domaine public de la surface destinée à la vente et de l'intégrer. De céder à Mme Lombard Adèle et M. Caradine Nicolas, domiciliés au 201 La Milliard 44 330 à Valais, une portion de la parcelle cadastrée section YI numéro 127 d'une superficie d'environ 60 mètres carrés environ. Les superficies exactes seront déterminées par l'établissement de documents d'apprentissage. De fixer le prix à 65 € le mètre carré, frais en Suisse, y compris les frais de géomètre, et de notaire à la charge de Mme Lombard Adèle et de M. Caradine Nicolas. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi à tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Je vous en remercie. Céline, sport. Oui. Donc, tous les 3 ans, on signe une convention avec le département pour la mise à disposition des infrastructures sportives. Et cette année, on a reçu donc cette convention et ils nous ont rajouté un article qui nous a interpellés. Donc, du coup, on a envoyé un courrier à Madame Aubin, qui est vice-présidente en charge au département sur l'éducation. Cet article, je vais vous lire, quand vous l'avez, c'est que, en ce qui concerne le point 3 de l'article 1,
ne vise pas la fermeture pour cas de force majeure, tels que des travaux de rénovation indispensables, un événement climatique ou encore une crise sanitaire. Ce qui stipulait que si on ne pouvait pas mettre à disposition l'équipement sportif au collège, aux écoles, il fallait qu'on s'engage à payer les transports, s'ils trouvaient une salle ailleurs. Donc, ça nous a quand même interpellés. Elle nous a rendu une réponse par rapport au point 3 qui vise à favoriser en fait une concertation entre les communes et le département et de permettre des alternatives possibles entre le propriétaire, le département et les collèges concernés. Donc ce n'est pas quand la fermeture c'est un cas de force majeure, ni pour des travaux de rénovation qui sont indispensables, ni pour des événements climatiques ou encore pour une crise sanitaire. C'est vraiment un cas où on ne préviendrait pas du tout le collège que ça pourrait intervenir. Et il faut savoir donc, que depuis déjà un certain nombre d'années, le tarif n'a pas changé. Donc les grandes salles, le tarif c'est 12 €, comme vous pouvez voir. Là, les petites salles, les salles spécialisées, c'est 6 €. Et les installations extérieures, c'est 9 €. Donc, voilà. Puis on a les piscines aussi. Les piscines, oui, c'est l'interco. C'est un c'est un titre d'information. Ouais. C'est 16 € le couloir, par contre. Pour l'heure. Ouais. Avez-vous des questions sur le sujet? C'est vrai que je pense que le département devrait commencer un petit peu à regarder les tarifs à ce niveau-là, parce que ça fait quand même pas mal d'années que ça n'a pas bougé. Alors que les charges, ça fait au moins 10 ans, alors que les charges effectivement de gestion des infrastructures sportives, par contre, elles vont bien bouger. Donc, je propose une délibération suivante. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir le tarif horaire d'utilisation des équipements sportifs proposés par le conseil départemental, à savoir, pour les grandes salles, 12 €. J'ai bien horaire, 12 €. Petite salle ou salle spécialisée, 6 €. Installation extérieure ou de plein air, 9 €. Et à titre d'information, vous le sachiez tous, concernant la communauté de communes Sèvres-et-Loire, les piscines au parc couloir de 25 mètres, 16 €. De dire que ces tarifs pourront être ajustés annuellement par voie d'avenant avant le démarrage de toute nouvelle année scolaire. De dire que la convention prendra effet à compter de l'année scolaire 2020-2021 pour une durée maximale de 3 années scolaires. De l'étendre aux associations sportives du collège public ou privé en fonction des décisions départementales. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions ainsi que les éventuels avenants à intervenir avec le conseil départemental de Loire-Atlantique et les collèges Pierre-Abelard et Saint-Gelais pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Je vous en remercie. PEL, Béatrice. Alors, dans le cadre des actions du PEL, il y a une action qui a eu lieu là récemment, donc avec le collège Saint-Joseph, pour la mise en place des ateliers de slam en direction de l'ensemble de ces classes de 6e, ce qui représente environ 160 élèves, en partenariat avec le pôle jeunesse de Valette Animation IFAC. Donc en fait, on est resté sur le thème, ils sont restés sur le thème actuel qu'on a donc, sur le PEL, à savoir découverte des arts urbains, et si on apprivoisait les écrans. Donc c'était de permettre en fait d'initier les élèves au slam par le biais d'ateliers d'écriture, de mise en voix, puis d'enregistrement via l'atelier radio animé par le pôle jeunesse. Donc le thème qui a été choisi donc, pour cet atelier slam, c'est « Et si demain un monde sans écran ?» Donc voilà, ils ont fait des classes master, hein, donc les six classes, donc tous les élèves en fait ont rédigé leur chanson, leur slam, et ils sont passés un par un donc devant leur classe, et les 5 meilleurs retenus ont été donc fait un enregistrement avec l'IFAC. Voilà, donc bon, il y a eu un petit moment de stress, hein, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains, mais une belle expérience. Et voilà, donc le montant donc, du projet global s'élève à 3 295 €,
Et la subvention donc, qui est demandée, elle s'élève à 996 €. Voilà. Donc, une action avec le collège, avec Saint-Jean, enfin le collège Saint-Joseph, une action PEL, ils innovent. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'action avec le collège Saint-Joseph et un autre partenaire, donc on espère pouvoir poursuivre avec eux l'année prochaine sur des actions dans le cadre du PEL. Voilà. Des questions? Non, vas-y. Non. Oui, c'est juste. Il me semble qu'il n'y avait pas aussi les classes de CM1 et CM2 de Paul Éluard qui étaient dans cette action? Non, alors en fait, là, c'est deux choses différentes. Okay. En fait, là, l'atelier SLAM, donc c'est vraiment les 6e donc de Saint-Joseph, et l'atelier CE2, CM1, c'est pour le hip-hop, donc qui a eu lieu là aussi en mai, ils ont fait leurs ateliers là en avril-mai. Il y a une institution d'ailleurs lundi à Paul Éluard où ils ont eu l'occasion en fait de présenter avec leurs professeurs donc, ce qu'ils ont fait dans le cadre du hip-hop devant les parents. Donc il y avait beaucoup de monde, tous les parents étaient là, une bonne partie. Donc c'était un bon moment pour eux de pouvoir faire cette restitution. D'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'a qu'une seule action alors qu'on a quand même pas mal sur le PEL, c'est qu'en fait ça c'est nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà acté. Oui, et puis ça, en fait, ça c'est par rapport à la subvention. C'est quelque chose qui déjà avait été donc envisagé l'année dernière, mais qui n'avait pas pu se faire. Et donc là, ça n'avait pas été passé au conseil. Donc là, il faut l'acter. C'est une nouvelle, une discipline, une proposition qui est faite, qui est un peu nouvelle, quoi. Oui. Dans le système. Oui. Pas dans le tableau de base. Voilà. Et le partenaire qui fait le slam, c'est quel C'était l'association Slam Poétrie. Qui se situe à Nantes. À Nantes. Voilà, donc il y a des intervenants qui sont venus dans les classes pour travailler avec eux sur cette thématique. Donc là, voilà. Je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal doit délibérer décide de prendre acte de la réalisation du projet de découverte des arts urbains au collège de Saint-Joseph dans le cadre du plan éducatif local, ce qu'on appelle le PEL, pour l'année scolaire 2020-2021, de valider le versement d'une subvention de 996 € pour le collège Saint-Joseph sur un budget global de 3 295 €. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Vote unanimité. Je vous en remercie. Le Champignon-Bar. Alors ensuite, là c'est des choses, vous devez commencer à être y habitué un petit peu. Vous savez que pour les associations de Valette, le Champignon-Bar, effectivement, peut être demandé une utilisation dans l'année avec ce qu'on appelle une remise d'utilisation. C'est une façon de faire qui existe depuis pratiquement 25 ans pour valoriser l'outil mis à disposition. Ce que vous avez là, c'est les demandes qu'on a pour le prochain semestre. C'est donc les déclarations qui sont aujourd'hui en cours. Il faut bien les prendre avec des pincettes, dans le sens où elles sont bien évidemment sous réserve que la manifestation aura lieu. D'ailleurs, à ce titre, vous en avez une qui est en rouge, qui, lorsque la rédaction en l'occurrence du rapport a été faite, ils avaient prévu de le faire, ils viennent de nous annoncer qu'ils ne le feront pas. Donc cette ligne rouge n'aura pas lieu, il n'y aura pas de subvention à verser à Créaccueil pour cette année, pour ce semestre-là. Donc toutes les associations là sont dans la perspective de lancer leur activité et de lancer leurs différentes manifestations. Bien évidemment, le contexte de Covid est là et ils sont pendus effectivement aux décisions et aux capacités d'accueil de leur public et de leurs adhérents pour pouvoir répondre à leurs attentes. Voilà. Alors, je rappelle un petit peu le fonctionnement. C'est qu'une association Valtest peut bénéficier d'infrastructures comme le Champignon-Bar, avec une remise pour une manifestation par an. Donc la remise elle est de 100% pour l'équipement, pas pour la partie technique, pas pour la partie éventuellement cuisine et autres. C'est simplement sur la partie bâtiment. 100% uniquement si la manifestation organisée par l'organisation est programmée entre le lundi et le jeudi soir. Cette même manifestation, si elle est proposée entre le vendredi, samedi, dimanche, la remise ne sera plus de 100%, sera de 50% de participation. Le reste à charge étant à la charge des collectivités. C'est ce qui explique ces différents tarifs. Vous voyez, par exemple, l'école Paul Éluard
Alors là, on fait un petit peu un retour en arrière, parce que c'était en juin. Donc ils ont pu le faire avec Laurent Deschamps, une activité qu'on avait décidé de soutenir, 100%, parce que c'est le jeudi. À l'inverse, vous voyez le Vélosport qui est censé organiser peut-être son fameux repas, ce qu'on appelle la soirée trip, légendaire soirée trip du Vélosport. C'est donc un samedi, auquel cas, pour l'utilisation de la salle, ils ne peuvent bénéficier qu'une remise de 50%. Voilà. J'ai résumé. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Mais je dis bien que les subventions ne sont versées aux associations simplement dans le contexte si la manifestation a lieu. Donc, je vous propose la délibération suivante. Au vu de ce tableau, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention aux associations utilisatrices de l'espace culturel Champy-Lambart au titre du second semestre 2021, suivant le tableau annexé à la présente délibération. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, convention Champy-Lambart, c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au contrat et en accord avec les artistes et en accord avec les différentes troupes et entre autres les programmateurs, il y a, suite à malheureusement ce qu'on vient de vivre depuis maintenant de nombreux mois et qui malheureusement peut-être durer, personne ne le souhaite, mais on est toujours dans l'inquiétude, il y a ce qu'on appelle une clause Covid qui est mentionnée. Dans ce qui est proposé ce soir, c'est dans tous les contrats qu'on pourra signer en accord avec les différents artistes, c'est de la mentionner pour pouvoir éventuellement se munir et se protéger pour des éventuelles demandes de remboursement et travailler dans ce contexte-là, parce que pour bien recadrer, parce que dans les contrats existants actuellement, la clause Covid ou la clause de conditions sanitaires, voilà, n'était pas du tout mentionnée. C'est juste ça, c'est de vous demander autorisation dans les contrats qu'on est censé signer, de la rajouter et de la mentionner. Donc ce qu'on vous propose, c'est de rajouter soit Covid, soit, alors remarquez, soit Covid ou crise sanitaire type Covid aussi. Dans le sens, c'est qu'il peut y avoir aussi malheureusement peut-être des crises sanitaires qui ne porteront pas le nom Covid, et puis qui demain nous bloqueront dans le système. Donc cette demande ou crise sanitaire, c'est nous qui la faisons parce qu'on est en train de je vais sortir le parapluie en disant si demain elle ne s'appelle pas comme ça, notre contrat sera rendu caduc. Voilà. Avez-vous des questions sur le sujet? Donc je vous propose la délibération suivante. Le Conseil municipal pour la délibéré décide d'autoriser M. le maire à signer des contrats avec les artistes dans le cadre de la saison culturelle du Champy-Lambart, ces contrats incluant une clause crise sanitaire. D'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je mets aux voix qui est pour cette délibération. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, il restait un 19e point que Pascal devait nous présenter, mais vas-y, je te laisse. Oui, juste pour pouvoir établir le rapport en question, il fallait être en possession du bilan d'Atlantico, bilan 2020. Alors, ce bilan ne sera pas disponible avant le mois d'août, mois de septembre, après renseignement pris. Donc, j'ai demandé le report pour du rapport. Ça me permettra aussi, j'aurais peut-être quelques informations à vous délivrer quant aux possibilités de visiter la salle de scénographie qui est maintenant prête, qui a été réalisée et qui permet de pouvoir voir en une seule salle exactement comment on produit de l'eau entre le moment où elle est puisée dans les alluvions de la Loire et jusqu'à nos robinets. Donc ça sera intéressant et ça vise beaucoup les écoles, mais rien n'empêche que les adultes visitent et l'usine, d'ailleurs, qui est visitable aussi en organisant, bien sûr, et cette salle de scénographie. Oui. Ouais, à propos de l'eau, je voulais vous poser la question concernant un arrêté préfectoral qui a été pris en août 2020 concernant l'usine Lactalis et qui avait 9 mois pour se mettre en conformité vis-à-vis des rejets qu'elle peut avoir par rapport à la qualité de l'eau. Et je voulais savoir si vous aviez des informations sur ce sujet et si vous suiviez ce sujet aussi. Alors, ce sujet a été longuement étudié. On a rencontré à plusieurs reprises la société Lactalis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préfecture aura demandé effectivement des analyses précises entre la qualité de l'eau en amont et en aval. C'est ce qu'ils font régulièrement. La seule chose, c'est que Lactalis n'était pas d'accord avec la durée. Donc ils l'ont fait savoir à la préfecture, ont demandé à passer à 18 mois. Parce que 9 mois, tout dépend comment vous commencez, mais vous pouvez tomber aussi en période de sécheresse.
Donc ils ont demandé à aller sur 18 mois pour avoir une transparence plus complète et pour pouvoir voir effectivement dans le temps l'analyse de l'eau. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que moi, les éléments qu'on a pu avoir, c'est avec Pascal, on a rencontré la direction de Lactalis à plusieurs reprises sur ce sujet, puisqu'on a certaines personnes qui nous font valoir des problèmes de pollution. Aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a eus qui sont validés, qui sont officialisés, parce que Lactalis, pour une question de transparence et par obligation, fait faire des analyses par un laboratoire assermenté. Voilà, donc c'est pas eux qui maîtrisent. Aujourd'hui, dans les rejets, les derniers chiffres que j'ai pu avoir entre le rejet en amont et le rejet en aval, pas de souci, pas de différence. Par contre, il y a un troisième prélèvement qui se fait quasiment par rapport au cours d'eau 1 km beaucoup plus bas, au niveau de la Sangaise. Et là, par contre, l'analyse d'eau n'est pas la même. Donc c'est assez paradoxal parce que souvent, on tire à boulet rouge, excusez-moi l'expression, sur Lactalis. Là, aujourd'hui, en amont, en aval, ils sont dans les clous. Par contre, beaucoup plus bas, là, il y avait une différence. Alors, ce qui veut dire que il y a aussi des rejets qui sont faits dans différents endroits. Je pense qu'il faut que tout le monde se remette en question. Je pense que le SPAN doit aussi analyser certaines choses. Je pense qu'il y a peut-être des rejets qui sont faits d'une façon peut-être plus discrète et qu'on ne voit pas, par des particuliers, peut-être autre chose. Donc il y a une analyse globale à faire. Mais aujourd'hui, la pollution qu'on en avait entre autres sur la ligne de la Sangaise, les derniers chiffres que moi j'ai eu en possession, parce que la négociation, elle se fait entre Lactalis et la préfecture d'une façon assez régulière, n'a pas montré de la part de Lactalis quelconque problème dernièrement. Ma question ne visait pas à pointer un quelconque, c'était juste parce que justement on avait vu ça au mois d'août l'année dernière, on savait que c'était 9 mois, donc les 9 mois s'arrêtaient en mai, et voilà, je pose la question. Je m'interroge à travers ce que vous dites. Est-ce que la commune, elle, fait des... Parce que, effectivement, ça peut ne pas être Lactalis, ce que vous venez de préciser. Est-ce que la commune fait des tests réguliers sur les cours d'eau de son territoire? C'est une question, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que proactivement, vous faites ce genre de choses ou vous laissez les réglementations faire? Parce que là, on le sait, parce que Lactalis a réglementairement doit faire ses études, donc ça pointe un problème. Mais du coup, s'il n'y avait pas Lactalis, on pourrait très bien laisser ce cours d'eau tel qu'il est sans faire aucun test, en fait, c'est ça? Alors, toutes les analyses d'eau sont logiquement du ressort de la petite commune. D'accord. Par contre, nous, dernièrement, avec les services de la commune, suite à une interrogation d'un administré sur une petite fosse, dans un village de Vez, je le tairai pour pas non plus affoler tout le monde, il y avait un semblant de pollution, désigné par un particulier. Bon. Les services de la commune se sont emparés immédiatement du dossier, bien évidemment. On a donc diligenté un laboratoire pour faire une analyse d'eau. Le problème, c'est que le particulier s'était chargé lui-même de mettre de la chaux dedans. Dans quoi? Dans la fosse communale. Okay. Donc, inutile de vous dire qu'il était impossible de faire une analyse d'eau à partir du moment où la personne elle-même faisait une intervention. Donc, il y a effectivement une analyse qui est programmée, elle a été faite demain matin, de manière à pouvoir effectivement faire ce prélèvement, parce qu'on attendait que l'eau la chaux finisse de faire son effet au niveau régénération. Donc, ce qui est surtout demandé, c'est que les administrés, quand ils découvrent une problématique comme ça, qu'ils ne se fassent pas eux-mêmes, entre guillemets, les gestionnaires d'une fosse qui en plus est communale. À nous, c'est effectivement d'aller chercher les raisons et surtout pas non plus affoler, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui de poissons, c'est clair, il y a des problèmes de poissons, il y a un problème d'oxygénation, il y a un problème de cours d'eau, il y a un manque d'eau, il y a eu un manque d'eau important malgré tout ce qui est cool. Dernièrement encore, ce week-end, moi j'ai un administré qui ne me faisait pas, il a un puits de 25 mètres, il a 18 mètres sans eau. Il me dit, mais ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Et pourtant, vous avez vu tout ce qui tombe, ça va retomber la semaine prochaine. Donc on a quand même des problématiques de volume d'eau existentielles sur notre territoire en général. Mais oui, donc Lactalis fait le nécessaire, mais ils sont en relation d'une façon très sévère avec les services de la préfecture, et nous, on intervient dès qu'on a l'occasion de le faire, quand on a effectivement une demande d'un particulier, mais en général, c'est du ressort de la CCSL. Merci. Ah oui. Au niveau de l'assainissement, oui, c'est la CCSL qui est compétente. Oui. Mais au niveau, on va dire, rivière, tout ce qui est ouvrage, c'est via le schéma GEMAPI, maintenant c'est la région. Donc est-ce que vous avez des retours de la région concernant ces analyses de cours d'eau
parce qu'avant on était en syndicat, donc il y avait un rapport tous les ans un petit peu sur les pollutions, un petit peu dans la rivière, dans les rivières avoisinantes. Mais aujourd'hui, vous avez aucun rapport. C'est la Comcom à la compétence GEMAPI. Oui, mais après c'est au-dessus. Ah, voilà, C'est les services de la Comcom qui gèrent toujours la communauté de finance aujourd'hui et le syndicat de rivière pour effectivement gérer les rivières. Mais c'est une compétence intercommunale qui est gérée donc par les CFR. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura une décision probable prochainement de la problématique GEMAPI, parce que la préfecture fait valoir de pouvoir éventuellement créer un petit impôt pour la GEMAPI de demain. Il y a des contraintes qui sont assez conséquentes. Mais oui, c'est du ressort de la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui gère la GEMAPI. Donc nous, on a parlé de la communauté de communes, il suffit de saisir la personne référente dans le domaine, et puis je pense qu'elle devra pouvoir donner des éléments par rapport effectivement à l'éco. J'en ai pour la porte à Michael, tu as des petites manifestations à nous présenter malgré le contexte? Ça redémarre, gentiment, doucement, ça redémarre. Prochain conseil municipal, donc le jeudi 30 septembre, en septembre à 19h. Alors, au niveau des animations et manifestations, fête nationale le mardi 13 juillet, donc le BM, la commission animation a décidé donc de maintenir ce feu d'artifice. Pour l'instant, il n'y aura que le feu d'artifice. C'est sûr qu'il n'y aura pas de bal, il n'y aura pas de restauration. On espère, et les associations qui sont partenaires avec nous sont prêtes à dégainer rapidement s'il le faut. On s'est donné une date butoir du 9 juillet pour essayer de voir si la préfecture nous autorisera à ouvrir un bar, puisque le 9 juillet, il faut savoir que les discothèques ouvrent. J'ai du mal à croire quand même qu'ils vont pas vouloir qu'en plein air on puisse boire un verre ou deux. On verra ça, si on a la possibilité. S'il faut être assis, c'est quand même. Non, mais si on est assis, c'est absolument impossible. On draine 2500 personnes, c'est impossible d'avoir. Voilà. Donc, le port du masque sera obligatoire et on va faire des annonces un petit peu dans la soirée pour que les gens essaient de respecter une distanciation maximum, en mettant un petit article en disant que plus on est retiré des barrières, mieux on voit le feu d'artifice. C'est pas peine de s'attrouper, on le voit moins bien. Voilà, donc on va essayer de voir ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le cinéma de plein air, donc qui sera le 21 août. Donc ils ont prévu aussi de faire une petite animation musicale, donc ça ce sera la surprise à partir de 19h, et puis la projection du film qui sera l'école buissonnière, choisie par le cinéma Le Cerf. Ça pourrait être quelques jours avant la rentrée. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le 11 septembre, on aura le forum des sports. Donc il y a eu le forum des sports et des associations, le 6 là, qui a très bien fonctionné. Et là, par contre, l'OMS et la ville font le forum des sports, uniquement des sports de 9h30 à 12h30, donc à la salle du Roux. Le 18 et 19 septembre, ce sera la journée du patrimoine. Et il y aura donc au sein du forum de la mairie donc une exposition par Valette Mémoire. L'atrium, oui. L'atrium de la mairie, donc une exposition de Valette Mémoire qui sera sûrement encore très bien par rapport à ce patrimoine et par rapport avec des cartes et des témoignages sur Valette. Voilà, donc je vous y invite, ce sera pratiquement pendant, je crois, une quinzaine de jours. Le 25 septembre, lancement du guide du bien vivre à Valette, donc avec une invitation dans le centre-ville. Anthony ou Pascal, est-ce que vous voulez en parler de ce qui est prévu? Donc le guide du bien vivre sera effectivement lancé, donc on prévoit des animations. Alors il y a deux choses particulières. La première et la principale, c'est ce qu'organise Anthony, à savoir 2 rallyes promenades pour découvrir la ville, les commerces de la ville, les différents sites avec des lots à gagner. Et puis il y aura également une animation musicale avec le piano mobile qui est déjà venu sur le marché à plusieurs reprises et qui avait eu un grand succès, donc ça permettra de mettre une ambiance supplémentaire et ça se situera bien entendu, la concentration se fera sur le forum de la place Charles de Gaulle et la déambulation à découvrir à ce moment-là. Donc des animations, comme je vous disais, ça recommence doucement. Dans les prochains mois sont en cours de préparation et bien sûr n'auront lieu que si les conditions sanitaires le permettent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui demandent
à refaire des petites manifestations. On les suit particulièrement, on les aide, même les commerçants, voilà, qui avaient envie de faire une petite fête de l'été. Malheureusement, la date était prévue le 2 juillet, c'est pareil, consommation assise, c'est beaucoup trop court. Donc on a vu avec le commerçant pour essayer de reculer au maximum à la fin du mois d'août. Donc on est en relation avec lui pour pouvoir mettre tout ça dans des règles sanitaires correctes et respectées. Ouais, à ce propos, ça me fait penser justement, j'ai été sollicité par des Valtais, alors je sais pas du tout si ces informations sont vraies parce que j'étais pas sur les événements, ils voulaient savoir un petit peu comment ça fonctionnait, enfin comment ça avait fonctionné, la règle des bars, concernant, il y avait eu les 6 heures de Valette un week-end, il y avait eu aussi un tournoi de basket où il me semble que ça n'avait pas été autorisé sur ces 2 événements, et par contre il y avait une manifestation dans le Bourg, alors je crois qu'il était plus ou moins le reliquat d'Expoval, j'ai peut-être une bêtise, où là pour le coup il y avait eu autorisation. En fait on m'a posé la question de savoir comment ça avait été choisi l'un ou l'autre. Alors en fait au niveau des 6 heures de Valette, il n'y a pas eu de bar. Ils n'en ont pas fait, c'est clair. Non, il n'y avait pas, apparemment il n'y avait pas de bar. Sur les 6 heures de Valette, il n'y avait pas de... Bah visiblement c'est, enfin, de ce qu'on m'a dit c'est qu'ils n'avaient pas été autorisés. Non, c'est pas ça. Alors attention, c'est pas qu'ils n'ont pas été autorisés. L'autorisation, les règles, elles sont... moi je me balade avec en permanence. Les règles, elles sont claires pour tout le monde. Vous pouvez faire un bar. La condition, c'est que tout le monde soit assis. C'est-à-dire que si vous drainez 500 personnes, il faut 500 sièges. C'est ce que je vous expliquais pour la fête... Excuse-moi, Michael. Ils ont fait une demande d'ouverture de bar le jeudi, voilà. le samedi. C'était J'allais beaucoup trop tard. excuse-moi. Et Voilà. c'est beaucoup trop tard pour que les services puissent pouvoir... Voilà, il y a des délais aussi par rapport à des demandes. Et là, le bar, en fait, ils l'ont demandé de jeudi pour le samedi, donc c'était pas possible. Mais de toute façon, ils avaient la possibilité, mais il faut absolument que les gens soient assis, tout simplement. Au niveau d'Expoval, les consignes avaient été données aux viticulteurs qui exposaient. Ils avaient un nombre de sièges suffisant sous une tente par rapport aux gens qui passaient. Donc après, voilà, il y a du civisme aussi, les règles sont là. Expoval avait bien prévenu tous les exposants qu'ils ne feraient pas la police, voilà, que c'était pas leur rôle. Et moi j'y étais, ça s'est relativement bien passé. Moi j'ai trouvé vraiment que chaque viticulteur avait sur son stand des tables, des chaises. À la rigueur, il y avait peut-être un exposant qui n'avait pas prévu, qui vendait de la bière, enfin, qui proposait de la bière. Mais autrement, ça s'est relativement très bien passé. Voilà. Je voudrais préciser un petit point qui est important, parce que je suis un peu cassé dans toujours parler d'interdiction. Parce que j'ai eu le cas aussi, on est venu en me disant, la mairie interdit un groupe qui est prévu dans les prochains jours. Je n'interdis pas. On applique les règles strictes qui sont données par la préfecture. Et en l'occurrence, je dis, vous pouvez le faire tant que vous voulez, mais des tables et des chaises, les gens sont assis. Point. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, les gens attrapent ça comme étant une interdiction de prendre un verre. Non, on n'interdit pas, mais on applique les règles. C'est ça le problème. Expoval, j'y étais, il y a des tables et des chaises partout. Alors après, effectivement, c'est compliqué, mais on ne dit pas on n'interdit pas les choses, seulement définir les règles qui doivent être respectées par tout le monde. C'est sûr qu'après, elles font ce qu'elles veulent et parfois elles peuvent apporter un petit peu de travail, ça c'est clair. Et nous, on n'interdit rien du tout, on applique seulement les consignes qui sont données par la préfecture, qui sont très strictes. Et le 30 juin, on a dit qu'il y a un changement. En l'occurrence, pour ce qui est pour des choses comme ça, c'est encore assis à l'état, c'est clair. Donc, les prochains qui auront lieu devront être comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les artifices, il n'y aura pas de pro, parce que c'est ingérable, on est bien d'accord. Il faut savoir que en fait, cette phase 3, à partir du 30 juin, elle est prévue déjà depuis le 19 mai. Donc les associations, les bars, les restaurants la connaissent depuis le 19 mai. La phase 3, elle est tout simple, c'est plus de jauge à l'intérieur, à l'extérieur et sur les tables. Avant, c'était une limite de 10. Maintenant, la table elle peut faire 50 mètres avec 150 personnes dessus, ça pose plus de problème. Mais c'est toujours assis. Après, pour revenir, on parlait d'ailleurs des décideurs, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec un de leurs responsables principaux. Il reconnaît effectivement qu'ils ont hésité à le faire. L'incompréhension n'était pas systématiquement dans sa tête à lui. Il comprenait les règles sanitaires imposées, mais par contre il connaissait aussi qu'ils n'avaient pas fait la démarche nécessaire. Parce qu'une ouverture de bar, ça ne se fait pas la veille pour le lendemain, quoi. Il y a une démarche administrative, il y a une tas de choses à faire, et ça ils n'ont pas fait. Mais la personne concernée m'a dit, mais nous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais les règles qu'on impose sont les mêmes qui sont imposées aux commerçants. Comment peut-on imaginer un commerçant qui tient un bar lui dire,
il faut que tout le monde soit assis, que dès que vous vous déplacez, vous prenez un masque, voilà. Et qu'à l'inverse, aux associations, on fait open bar, on fait n'importe quoi. Non, les règles sont les mêmes. Donc à chaque fois, c'est tellement facile de dire ah ben ils veulent pas. Non, mais attendez, on applique les règles de la préfecture, c'est tout. Et ils le savent tous. Enfin, je veux dire que. Et après, voilà, c'est fatigant ça aussi. Ça, c'est fatigant aussi d'avoir à justifier, se faire passer à chaque fois alors pour expliquer des choses en long, large, en travers, d'être toujours considérés comme les méchants qui les empêchent de faire quelque chose. Non. Les ciseaux de belette avaient des règles et les connaissaient parfaitement bien. Voilà. Prochain conseil. Le 30 septembre. Ah, pardon. Et du coup, désolé, vous souhaite de bonnes vacances. Oui. J'avais juste oublié du coup une autre question, c'était à propos de la concertation avec les commerçants sur la place Charles de Gaulle. Visiblement, ils n'ont pas eu le compte rendu de la réunion qui a été faite avant. Et pareil, ça c'est encore une fois, j'ai juste croisé deux, trois commerçants qui m'ont dit ça. Et ils souhaiteraient du coup l'avoir avant les prochaines réunions qui arrivent en juillet. Donc on doit être à la 150e demande. On a fait, lors de la dernière commission, on a évoqué le sujet. Il y a eu un compte rendu de fait. Monsieur Gauthier d'ailleurs ne l'avait pas reçu, on lui a renvoyé aujourd'hui si ma mémoire est bonne. Merci. Et donc aujourd'hui, je vais répéter, je vais faire un disque avec ça. On fera sur le dernier trimestre une exposition dans l'atrium de la mairie avec différentes esquisses qui permettront aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie, ce qui sera proposé. Et on étudiera après leurs différentes propositions et on avancera ensuite sur ce dossier-là. C'est un dossier à long terme. Alors merci de l'information, j'avais pas l'information sur l'atrium et la présentation comme ça, je savais juste qu'il y aurait une concertation, mais j'avais pas de précision. Si monsieur vous étiez à la commission, donc je sache et Ouais. je l'ai dit. Alors j'ai peut-être mal Et je écouté. pense avoir quelques témoins autour. Mais merci de votre bienveillance, merci. Voilà, bon, écoutez, moi je vous souhaite à tous de passer, parce qu'on arrive effectivement au mois de juillet, mois d'août. Reposez-vous, repartons en septembre sur des bonnes bases. Je pense qu'il y a des choses effectivement qui sont dites ce soir, mais qui m'ont particulièrement déçu. Je suis sûr que je vais les oublier pendant l'été. Dans tous les cas de figure, reposez-vous, profitez de vos familles, partez en vacances, et on se retrouve tous avec l'idée vraiment de faire construire et grandir Valette. C'est personnellement mon seul objectif depuis 25 ans de vie municipale. Voilà, bonne soirée à tous.